Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo d'actualité. Elle sera pas forcément super longue, mais ce sera quand même un petit condensé d'informations. L'information principale, c'est Thomas Guénolé qui parle de faire le castor, mais plus que ça, le résistant. Le fameux résistant Jean Moulin n'a qu'à bien se tenir. Mais on va pas commencer par celle-ci parce que ça sera une petite analyse. Ça, c'est un peu le gros du sujet. Non, je voulais d'abord commencer par ce petit passage avec Sandrine Rousseau, qu'on appelle plus communément Sardine Ruisseau. J'adore son double mémique, son double parodique. C'est un puits sans fond, la Sandrine. C'est un puits sans fond. Elle peut toujours creuser, hein, c'est toujours incroyable. Allez, rions un petit peu. On va voir ce qu'elle propose. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants Totalement, absolument, absolument. Donc en gros, ce que Sandrine Rousseau dit, c'est que s'il y a un petit problème de crise économique, la France est un des pays avec le plus d'épargne, donc les Français sont en grande partie des écureuils, donc ça veut dire qu'on va puiser dans l'épargne des gens. C'est ce qu'elle dit. Sandrine Rousseau va puiser dans votre épargne. La vôtre. Oui, voilà. si jamais il y a une crise comme en 2008, ou comme la crise Covid, ils vont puiser dans votre épargne. Ils vont pas créer des richesses, ils vont pas créer des entreprises. Soyez sûr qu'ils vont prendre dans votre épargne, dans votre travail. Voilà. Donc normalement, la prochaine étape, c'est l'interdiction de l'héritage. Ou alors la taxation à 100% de l'héritage, pour ne pas dire qu'ils l'interdisent. Je le vois venir gros comme une maison, mais c'est pas grave. Ensuite, comment Bolloré et son empire médiatique ont porté l'extrême droite au pouvoir. Alors, on va faire un truc. C'est que Bolloré, il est bien gentil, donc on va lire un petit peu l'article de France 24. Comment Bolloré et son empire médiatique ont porté l'extrême droite au pouvoir. Le milliardaire français François Bolloré a mis son vaste empire médiatique au service de l'extrême droite, tirant les ficelles dans les coulisses, patati patata. Catholique profondément conservateur, Bolloré s'est imposé comme le prédateur financier le plus prospère de France. L'empire qu'il a bâti dans les secteurs du transport, des médias et des publicités s'étend de l'Europe à l'Afrique. Au cours des dernières décennies, il a progressivement étendu ses actifs médiatiques en France pour y inclure des chaînes de télévision. Donc en gros, ils sont en train de nous dire qu'un milliardaire a récupéré des médias et un groupe, notamment le groupe Canal, pour avoir sa propre ligne. Ok. Et que c'est à cause de lui que l'extrême droite est au pouvoir. C'est le résumé de l'article. Donc, qui détient les médias en France ? Eh ben, on va faire un petit tour. Bolloré. On va peut-être faire un petit... Donc, Bolloré... si vous ne l'avez pas vu, il est où le petit Bolloré Voilà, il est là. Vincent Bolloré. On va entourer Vincent Bolloré et son empire. Il détient en grande partie Lagardère, Europe 1, RFM. Enfin, globalement, c'est ça. Libé n'en fait pas partie parce que Libé, c'est Patrick Drahi. Libé, ils sont de gauche, mais de la gauche PS, un parti socialiste, donc Glucksmann, donc fédéraliste européen. Donc, Vincent Bolloré, c'est ça. Question, Arnaud Lagarde, non, Patrick Drahi, qui est juste là, Patrick Drahi. Lui, là. On va le mettre plutôt en bleu. Bleu. Donc, Patrick Drahi, là. Il détient Altis et tous les autres médias. Donc Patrick Drahi, lui, détient ça. Hop.
Donc on se plaint de Bolloré, mais il y a des gens comme Patrick Drahi. Xavier Niel, lui, contrôle ça, là. Toute cette partie-là. Le groupe Le Monde, Nice Matin, enfin bref, je fais dans l'à peu près. Donc, un deuxième milliardaire. La famille Bouygues, c'est TF1. Bouygues TF1, donc. Voilà, désolé si je tremble un peu, c'est pas grave. Qui d'autre Mathieu Pigasse, qui lui contrôle ça. Qui est très proche de Xavier Niel. Pour la Voix du Nord. Ah, c'est le Crédit Agricole, la Voix du Nord. Ok, je savais pas. Bon, de toute façon, c'est un groupe privé, mais c'est une entreprise, là, pour le coup. Après, c'est une banque avec les clients comme actionnaires, donc un peu spécifique. La famille Bettencourt, c'est L'Oréal. Et eux, c'est l'opinion. Enfin bref, vous voyez que on tape sur Bolloré, qui a fait exactement pareil que les autres milliardaires. Pourquoi est-ce qu'on ne tape pas sur Patrick Drahi, qui a demandé à Libération de faire une faites ce que vous voulez dimanche, mais votez Macron. Ou encore, pourquoi est-ce qu'on ne tape pas sur la famille Bouygues qui détient TF1 et qui, eux, n'ont eu de cesse de faire la promotion de l'Ukraine et de Volodymyr Zelensky. Ou encore Mathieu Pigasse, qui détient le Huffington Post, HuffPost. Ou bien Xavier Niel, qui a des actions dans Le Monde, dans Var Matin et dans Nice Matin. Pourquoi on ne se plaint pas de ces milliardaires-là? Pourquoi est-ce qu'il faut se plaindre forcément de Bolloré? Donc en gros, c'est de la faute de Bolloré, mais ça veut dire que le gars a réussi à trouver un public parmi les médias privés et qu'il a réussi à être meilleur que les autres. Au bout d'un moment, si vous êtes libéraux, les gens de gauche là, va falloir accepter qu'il y a un gars qui réussit à mieux jouer selon les règles. Parce que si Patrick Drahi il a du mal par rapport à Bolloré, c'est pas de la faute de Bolloré, hein. C'est peut-être parce que Patrick Drahi, il séduit moins son lectorat quand il achète des médias. Ah là là, c'est vraiment insupportable. Ils sont vraiment insupportables. C'est vraiment insupportable, ces gens-là. Ensuite, un truc qui m'a fait halluciner. Avant de rentrer dans le détail. Alors, faut savoir que lui, Gilles Simeoni, c'est un élu corse. Et c'est un élu d'un parti indépendantiste corse. Un parti qui, en fait, est tout sauf de droite. Hein. C'est des macronistes, clairement. Avant de rentrer dans le détail des résultats dans les circonscriptions de Corse, je pense qu'il faut considérer la situation politique globale au lendemain de ce premier tour d'élection législative. C'est un véritable cataclysme politique en France qui vient de loin, qui a été aggravé par le résultat des élections européennes et surtout par la dissolution décidée unilatéralement et brutalement par le président Macron. Et puis avec ce résultat, on voit aujourd'hui le risque véritablement que l'extrême droite arrive au pouvoir en France. Donc c'est une situation sans précédent qui, à mon avis, est d'une gravité extrême. Et la Corse a été entraînée dans cette tourmente-là, avec les résultats que vous avez évoqués. Donc je pense que... Oui, patati patata. Il faut réfléchir de façon globale, tirer les leçons, respecter ce vote, bien sûr, parce que le suffrage universel doit être toujours écouté et entendu. Par contre, sur le fond, moi je pense qu'il faut redire que les valeurs que nous défendons, la vision de la société corse que nous défendons, le projet que nous avons pour la Corse sont radicalement différents de ceux portés par le Rassemblement national, et donc il faut l'exprimer très fortement au moment du deuxième tour. En ce qui nous concerne, je crois que les choses sont tout à fait claires. Bien sûr, le soutien total à Jean-Félix Sarkozy et à Michel Castellagne.
un appel à voter, et c'est normal pour le député sortant, Paul-André Colombagne, un appel aussi à soutenir Laurent Marcangeli, qui, même s'il est un adversaire politique, s'est battu pour l'autonomie, a été un député engagé, et surtout ses positions tranchent avec celles de son adversaire. Je pense qu'il y a aujourd'hui un phénomène profond qui doit nous interpeller. Non, mais c'est là où je suis exacerbé par ces politiques avec leur langue de bois absolument énervante. C'est qu'il a mis 1 minute 50 là pour ne rien dire, pour dire que en fait leurs projets politiques sont différents et qu'en fin de compte c'est un européiste. Ça il veut pas le dire, mais du coup il fait de la langue de bois, de la tergiversation. 1 minute 50, c'est affligeant. Affligeant, j'en ai marre. Tout ça pour dire, faites barrage. On a basculé dans un monde nouveau. Je respecte également les candidates et candidats du Rassemblement national, mais je constate qu'à part M. Filoni, qui est engagé depuis longtemps, les 3 autres candidates et candidats ne connaissent absolument pas la Corse, ne se sont jamais engagés pour elle, seraient certainement, demain, s'ils étaient élus, incapables de la défendre. Et donc, je pense que les Corses doivent considérer le 2e tour véritablement comme une nouvelle élection, à eux de se déterminer en leur âme et conscience. Voilà, il a appelé à faire barrage sans dire qu'il appelle à faire barrage. C'est de la langue de bois, c'est typique des anciens LR, des macronistes. Toujours la même rengaine, changez pas. Les fameux indépendantistes corses, mais indépendants au sein de l'Union européenne. Toujours l'Union européenne, bien sûr, les valeurs les plus creuses. Non mais... Ah là là. Et puis on va arriver au spectacle de fin. Thomas Guénolé qui va rentrer dans la résistance. Il nous rejoue Papy fait de la résistance, Thomas Guénolé. Dans 7 jours, grâce à au minimum une forte majorité relative, l'extrême droite va probablement prendre le pouvoir en France. Parce que l'extrême droite sera probablement au pouvoir en France dans 7 jours, le réseau de résistance à l'extrême droite a été créé à l'heure où je vous parle, qui est constitué essentiellement de fonctionnaires et dont les principales méthodes seront le refus par des fonctionnaires d'exécuter certains ordres, la désobéissance civile et l'activisme judiciaire. Donc en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que des gens qui sont privilégiés dans la haute fonction publique vont refuser d'exécuter les ordres parce que ça vient de leur supérieur, mais surtout parce que leur supérieur n'est pas d'accord avec eux politiquement. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc en gros, ils veulent pas faire appliquer la loi. Donc ça veut dire que ça sert à rien de la démocratie, puisque la démocratie, c'est que quand ça nous arrange. Sinon, on s'en bat les couilles, on va pas appliquer la démocratie. Mais enfin, les gars, vous êtes sûrs que vous êtes des démocrates ? Vous êtes sûrs que vous respectez le résultat des suffrages ? Non, j'en ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que vous soyez des démocrates, j'ai pas l'impression que vous acceptiez le résultat des suffrages. Non, et puis au bout d'un moment, ces fonctionnaires-là, va falloir les sanctionner s'ils n'acceptent pas d'appliquer les lois, surtout si elles sont votées démocratiquement à l'Assemblée nationale, et si en plus elles ne vont pas à l'encontre de la dignité humaine, en ce qui concerne par exemple, je sais pas moi, si la préférence nationale ne va pas à l'encontre de la dignité humaine, comme par exemple privilégier pour un logement un Français plutôt que quelqu'un qui n'est pas français, je suis désolé, ça va pas à l'encontre de la dignité humaine, c'est juste un choix logique que toutes les nations font. Pourquoi est-ce qu'il faudrait refuser d'accepter et d'appliquer ce genre de loi ou ce genre de réforme ? Non, au bout d'un moment, vous n'êtes pas des démocrates. Voilà. La fameuse résistance, vous inquiétez pas, si le RN est au pouvoir, ils vont pouvoir vous contrer très facilement. Il suffit juste de vous démettre de vos fonctions et de nommer quelqu'un d'autre à la place. Il s'agit essentiellement de fonctionnaires parce que quand l'extrême droite va gouverner ce pays, un certain nombre d'ordres porteront atteinte aux valeurs républicaines fondamentales. Quelles sont ces valeurs républicaines fondamentales ? Parce que supprimer le droit du sol n'est pas une valeur républicaine fondamentale. Dois-je rappeler que le droit du sol n'existe pas en Italie, il n'existe pas au Japon, il n'existe pas en Suisse, il n'existe pas en Norvège, il n'existe pas non plus en Algérie. Est-ce que l'Algérie, c'est le fascisme ? Mais regardez-moi ces gens qui prennent peur pour rien. C'est-à-dire que pour eux, s'il y avait si la France appliquait les mêmes réformes que le Japon, par exemple, ce serait le nazisme, l'extrême droite absolue. Enfin, pour eux, c'est ça.
c'est qu'on a affaire à des gens mais complètement matrixés, qui vivent dans leur monde, qui ne voient pas la réalité, qui n'ont même probablement jamais voyagé, ou quand ils voyagent, ils sont toujours entre touristes. Enfin, je sais pas, ils essayent même pas de se renseigner sur comment se passent les choses dans d'autres pays. Enfin, et ça se dit mondialiste. Je fais partie des gens, et on est assez nombreux, à considérer qu'en fait, la probabilité que ce soit l'extrême droite qui gagne est tellement forte qu'il est raisonnable de s'organiser en termes de désobéissance civile et de refus d'exécuter certains ordres. J'entends qu'on puisse ne pas être sur cette ligne-là, mais il y a des gens qui pensent qu'il faut s'organiser maintenant. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat. Dans 7 jours, grâce à une... Ouais, voilà. En gros, ce genre d'individus sont des traîtres à la nation, il va falloir les renvoyer. Les suspendre. Déjà, s'ils refusent d'exécuter des ordres, faudra les suspendre. Vous êtes fonctionnaires, les gars. Vous êtes des rouages du système. C'est à ça que vous êtes engagés quand vous étiez pris pour être fonctionnaire. Vous êtes des rouages du système. Et vous allez appliquer ce qu'on vous demande d'appliquer, à savoir des choses toutes simples. Par exemple, la préférence nationale. Par exemple, expulser les OQTF, des gens qui ont une OQTF. Faut les expulser. On va pas garder des gens qui ont l'obligation de quitter le territoire? Non mais oh, c'est quoi ces manières? Et puis, au bout d'un moment, va falloir mettre en prison les criminels et délinquants graves. Ceux qui commettent des viols, ceux qui commettent des meurtres, faut les mettre en prison, point, terminé. Au bout d'un moment, il y en a marre de cette justice laxiste. Si c'est ça l'extrême droite, bah putain, qu'est-ce que ce serait alors de vivre dans un pays comme le Japon alors, hein. Eux, ils ont une justice bien plus punitive et plus expéditive que la nôtre. Incontestablement, le RN en comparaison du Japon, c'est des laxistes. Hein. Le RN en comparaison du Japon, c'est des laxistes. Non, je suis désolé, au bout d'un moment, juste faire appliquer des lois, c'est pas l'extrême droite, hein, c'est juste logique. C'est insupportable. C'est insupportable, ces gens sont insupportables. Mais de toute manière, il y aura toujours moyen de les combattre, de les renvoyer de la fonction publique, ou à défaut de pouvoir les renvoyer, de les suspendre, et de suspendre leur salaire. Donc en fait, il y a toujours moyen de contourner la chose, et après de nommer quelqu'un d'autre qui puisse faire le job. Et en l'occurrence, le job, c'est justement de suivre les ordres. Et en l'occurrence, suivre les ordres... là, pour le coup, les ordres, si on se base sur la logique du RN, c'est ce que j'ai dit, la préférence nationale, faire appliquer les lois, faire condamner à des peines sévères les violeurs, les criminels et autres délinquants graves, faire en sorte que les OQTF soient appliqués. Je suis désolé, pour moi, c'est juste du bon sens. Donc c'est juste faire appliquer le bon sens. Au bout d'un moment... Ces gens-là, ces parasites de fonctionnaires-là, pour moi, ceux-là, c'est des parasites. Il faut les suspendre de la fonction publique. C'est tout. C'est tout. Voilà, faut les suspendre. Voilà. Bref, j'espère que vous aurez compris le message. Que le 7 juillet, vous allez bien voter. Votez bien et surtout, vive la France. Contre les ombres passées, nous ne sommes pas abandonnés.